Le procès lié aux événements de la crise post-électorale s'est ouvert ce vendredi en cour d'assises. L'audience suspendue à la mi-journée reprendra le lundi 29 décembre prochain. Un drame s'est produit dans la nuit de Noël, non loin du lycée technique d'Abidjan. Ce soir-là, un magistrat de la cour d'appel d'Abidjan a tiré à bout portant sur un jeune homme de 32 ans. Ce dernier a perdu la vie au CHU de Treichville. Nous sommes à vendredi 26 décembre et c'est la date anniversaire du tsunami qui a dévasté une province indonésienne il y a 10 ans, jour pour jour. Des milliers de personnes se sont réunies pour un hommage aux 170 000 disparus. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI1. Commençons ce journal par le procès lié aux événements de la crise post-électorale. Je vous l'annonçais en titre et vous le voyez en image. Le procès s'est ouvert aujourd'hui, vendredi, en cour d'assises. Mais après quelques heures, il a été suspendu pour reprendre lundi prochain, 29 décembre. Ce vendredi également, le tribunal de première instance d'Abidjan a renvoyé le verdict du procès de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien au lundi 29 décembre prochain. Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 décembre, entre 2h et 3h du matin, à Cocody, quartier lycée technique, un drame s'est produit. Un magistrat de la cour d'appel d'Abidjan a tiré à bout portant sur un jeune homme de 32 ans. Évacué d'urgence au CHU de Treichville, Malik Habib Fall a succombé à ses blessures. Abou Sanogo. Tristesse, colère, révolte. Larmes et interrogations s'entremêlent chez les habitants de 216 logements communément appelés quartier lycée technique dans la commune de Cocody. Un jeune de ce quartier habitant ce bâtiment, Malik Fall Habib, 32 ans, est mort de façon tragique dans la nuit de Noël. Les faits avec son ami d'enfance, témoin du meurtre. Tu abordes des jeunes sous prétexte qu'ils ont menacé ton enfant. Ces derniers essayent de te faire comprendre que ce n'est pas le cas. Ton fils ou ton petit frère, je ne sais pas qui il est en état d'ivresse. On lui demande juste de rentrer chez lui à la maison. Tu vas jusqu'à chez toi, prendre un fusil. Tu tires en l'air. Malik et moi, avec certains des amis, on s'approche, les mains en l'air. Pendant que nous essayons de vous raisonner, et vous tirez à bout portant sur un être humain. Touché de plusieurs balles dans l'abdomen, Malik Fall Habib est évacué aux urgences chirurgicales du CHU de Treichville. Il ne survivra pas. Malik a rendu l'âme le jeudi 25 décembre, peu après 16 heures. Il laisse derrière lui 2 enfants et une épouse sous le choc. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire à une mère de se préparer à annoncer à son enfant que son papa est mort? Malik ne peut pas partir pour rien en fait. Il n'a rien fait. Ses amis et voisins demandent que justice soit rendue. Que la justice fasse son travail. Nul est au-dessus de la loi. Et dans un état de droit, on ne peut pas concevoir qu'un magistrat se permette de tuer quelqu'un. Nous, on ne peut pas concevoir ça. La famille du défunt a reçu l'assurance du gouvernement que toute la lumière sera faite sur le meurtre de son fils unique. La famille voudrait remercier le président de la République. Papa a pris les premières dispositions, notamment en actionnant le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, qui a mis tout en œuvre pour qu'on arrête cet assassin, ce criminel. L'auteur du crime, le magistrat Kwasi Placide, a été arrêté jeudi par la police criminelle. La direction de la police criminelle a mis fin aux activités de 2 individus responsables de vol de véhicules. Leur mode opératoire consisterait à louer les véhicules, dupliquer les clés de ces véhicules, les pister pour ensuite les revendre. Placide Niaoué et Hervé Blé nous en disent plus. Les propriétaires des véhicules de location peuvent pousser un ouf de soulagement. La bande du nommé Al Capone vient d'être démantelée par la police criminelle. Le chef de ce gang, Al Capone, prend en location un véhicule, dans une société de location de véhicules. Pendant le temps de la possession du véhicule, il duplique les clés. Par la suite, il rend le véhicule à la société de location de véhicules.
Ensuite, ses complices vont filer le véhicule et le réceptionner, le voler en stationnement. Une fois volé en stationnement, il le redonne à ses complices qui le vendent et ils partagent le butin. Elles sont nombreuses à la maison de location de véhicules qui ont vu leurs biens disparaître, d'où cet appel à des responsables de la police criminelle. Nous sommes au service de la population pour qu'il y ait un pacte de confiance entre cette population et nous, pour dénoncer sans faiblesse ni crainte toutes ces brebis galeuses qui vivent au sein de la population, qui sont connues de ces populations. À travers ce coup de filet, la police criminelle marque sa détermination à réduire considérablement les vols en stationnement dans le district d'Abidjan. Voilà pour le chapitre sécurité. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan présente à l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire les grands travaux réalisés par le gouvernement ivoirien. Le diplomate a félicité et encouragé les autorités ivoiriennes pour la réalisation de ce projet de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Fin d'exercice pour l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, il était à la primature pour dire au revoir au Premier ministre. L'ambassadeur, qui a passé 5 années dans le pays, retient de celle-ci de grandes avancées pour la construction de la paix. Nous avons parlé de relations bilatérales qui sont excellentes et qui vont être renforcées à l'avenir. Nous avons parlé aussi de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu en janvier 2010 et ça me fait 5 ans. Donc, je les félicite pour toutes les réalisations importantes qui ont été faites durant cette période. J'ai félicité M. le Premier ministre pour toutes les réalisations accomplies et dont je suis témoin. Il a pour finir souhaité bon vent à la Côte d'Ivoire. Le prix de la recherche édition 2014 a été décerné à des enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le prix de la recherche, qui est à sa 11e édition, vise, et vous le savez, à encourager les enseignants dans différents domaines d'activité. Grâce Kando. Le prix de la recherche édition 2014 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est attribué à l'équipe de l'université Félix Houphouët-Boigny. L'équipe, composée de 4 enseignants-chercheurs et un producteur, a obtenu la note de 170 sur 200. C'est le fruit d'un travail abattu pendant 10 ans. L'événement du prix de la recherche permet donc aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux inventeurs d'être reconnus dans ce qu'ils font au quotidien. Et donc reconnaître leurs mérites et les encourager à apporter des solutions à tous les problèmes. Nous avons beaucoup d'espoir. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de ce pays en mettant en place, au niveau national, au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, des unités de production qui vont permettre d'employer des jeunes. La recherche a porté sur la valorisation des sous-produits biologiques pour une agriculture durable. Un thème important selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le prix de cette année a été donné à une équipe de 5 chercheurs qui ont trouvé un fongicide biologique, c'est-à-dire à base de plantes. Ce produit qu'ils ont trouvé, qui est un médicament pour soigner la maladie des bananiers, et surtout la banane plantain. En plus du prix de la recherche 2014, des prix d'encouragement ont été attribués. Des chercheurs promus du CAMES ont été célébrés au cours de cette journée d'excellence. Fraude ou erreur informatique à l'ENA, à l'École nationale d'administration. 23 personnes auraient été insérées frauduleusement sur la liste des admis au concours d'entrée dans l'établissement pour le cycle moyen supérieur. Craignant que l'image de l'école ne soit entamée, ce vendredi, la directrice générale de l'ENA était face aux journalistes. Elle a tenu à informer la population. Compte rendu, Herman Niamien. Il n'y a pas eu de fraude sur le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. Les 23 candidats absents qui se sont retrouvés sur la liste des candidats admissibles pour le cycle moyen supérieur n'est qu'une erreur informatique. Ces précisions ont été données par la directrice générale de l'ENA qui était face à la presse. Les coupons avec les copies
des absents n'ont pas été scannés. Le jury a considéré que ces absents, et n'étant même pas là, que d'emblée ces personnes ont 0. Donc ça ne valait pas la peine de scanner leurs copies et leurs coupons. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver? C'est qu'en plus des copies, il y a une note qu'on appelle la note d'aptitude professionnelle. Cette note est attribuée à chaque candidat par son supérieur hiérarchique et est envoyée à l'ENA parce que c'est une pièce du dossier. Et donc, cette note est saisie manuellement pour la transporter dans le programme. Donc, cette note ne passe pas le circuit des feuilles scannées. Et donc, le programme n'a pas considéré le scannage parce qu'il ne connaît pas ces personnes, mais a retenu seulement la note d'aptitude des candidats absents. Et la machine a considéré que c'était leur moyenne, et donc ces personnes sont venues avec 14, 13, 12, 11 de moyenne. Pour ce concours d'entrée à l'ENA pour le cycle moyen supérieur, ce sont 58 candidats qui ont été déclarés admissibles sur les 462. Le master de l'intégration africaine bientôt dans le programme de formation des étudiants. C'est une décision du BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine en collaboration avec l'université Alassane Ouattara. Objectif, permettre aux étudiants ivoiriens d'être recrutés dans les différentes institutions régionales. Les détails avec Parga Sorokone. Bientôt, un nouveau module dans le programme universitaire, le master de l'intégration africaine. Proposé par le Bureau ivoirien de la promotion de l'intégration africaine BIPIA, le master de l'intégration africaine sera dispensé à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Les responsables de la BIPIA et de l'université Alassane Ouattara décident donc d'initier un atelier sur l'élaboration de l'offre de formation du master de l'intégration africaine. Nous avons de très bons juristes, nous avons de très bons économistes, nous avons de grands chercheurs en sciences sociales, en humanité. Et malheureusement, ces compétences seules ne suffisent pas pour être un bon acteur de l'intégration africaine. Il faut parvenir à intégrer ces connaissances dans un cadre pluri- ou interdisciplinaire. Et le master de l'intégration africaine est justement cette possibilité que le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine et l'université Alassane Ouattara offrent à la Côte d'Ivoire. Une des difficultés de nos universités, c'était d'être un peu, je dis bien un peu, coupé du monde des entreprises, du monde socio-économique, du monde institutionnel, par exemple du monde de l'intégration africaine, qui offre beaucoup de possibilités en termes d'insertion. Là, avec ce master, c'est une opportunité pour l'UFSCMS véritablement de donner une formation, de donner des compétences à nos étudiants. À la fin de l'atelier, la synthèse consolidée de l'offre de formation du master de l'intégration africaine et le rapport de partenariats pédagogiques, techniques et financiers ont été présentés et adoptés par les participants. Enseignement supérieur toujours à Korogo, les élèves et étudiants ont eu des informations sur l'avenir de la Terre. Thème de la deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Une quinzaine organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Comment amener les élèves et étudiants de Korogo à s'intéresser à la culture de la science et de la technologie? Cette question a fait l'objet d'une formation des jeunes de la région du Poro, au centre Ouémié-Mion. Pendant 3 jours, ces journées de formation ont été marquées par des projections de films documentaires et des visites de stands sur la biodiversité. Portant sur le thème l'avenir de la Terre, c'est une occasion pour les organisateurs de la quinzaine internationale de la science et de la technologie, QUIST, d'attirer l'attention des jeunes sur les dangers qui menacent la planète Terre et sur les dispositions à prendre pour la préserver. Marquant ainsi l'importance de la science et de la technologie dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. La quinzaine a pris fin avec la projection d'un film retraçant le bilan des activités menées au cours de l'année 2014, avant l'étape de Korogo. Les travaux de l'édition 2014 ont eu lieu à Abidjan et à Daloa. La QUIST est un événement annuel organisé sur l'étendue du territoire national visant à promouvoir la science. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Reportage signé Mamadou Kwasi. À Bouaké, 46 jeunes ont bénéficié d'un emploi grâce à un projet. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a effectué le déplacement de Bouaké pour se rendre compte de la réalité. Améliorer l'accès aux emplois et développer des compétences professionnelles chez les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Tel est l'objectif que vise le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. À Bouaké, 46 jeunes bénéficiaires du projet PGDEC ont été recrutés par une entreprise privée de fabrication d'huile végétale sous contrat à durée déterminée, CDD, après quelques mois de stage. Notre partenaire qui est l'AGEP mobilise les entreprises pour collecter les offres d'emploi et donc mettre des jeunes en stage. Et au terme du processus, ces jeunes-là doivent pouvoir être employés. Pour s'enquérir de la bonne marche du projet et recueillir les préoccupations et les attentes de ces travailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a effectué une visite dans les différents ateliers où exercent ces jeunes. Pour pouvoir avoir ce stage, j'ai postulé sur le net. J'ai la chance d'être ici. Je suis très heureuse de pouvoir faire un stage et de pouvoir être ici dans cette société grâce à l'AGEP et PGDEC. Moussa Dosso a tenu à remercier la direction de l'entreprise pour son offre et a invité par la même occasion les nouveaux employés au travail pour aller de l'avant. Le profil de carrière ici, il faut que vous l'ayez en permanence en tête. Maintenant que vous êtes en CDD, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que le CDD se transforme en CDI et au bout du CDI, ce serait encore monter en grade dans la vie de l'entreprise. Travailler et pour moi, la récompense est au bout de l'effort. Le projet PGDEC est financé à hauteur de 50 millions de dollars américains par la Banque mondiale. À ce jour, plus de 20 000 jeunes ont bénéficié des opportunités offertes par le PGDEC sur l'ensemble du territoire national. Plus de 300 emplois ont été créés dans le cadre d'un autre projet, le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le projet a été officiellement lancé par le gouvernement ivoirien depuis 2011, quelques mois après la fin de la crise post-électorale. Francis Boifo pour les détails. Ce jeune illettré avait perdu espoir parce que sans emploi. Mais avec la mise en place du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, PADECI, il a retrouvé le sourire. C'est un travail qu'il peut comprendre plus facilement. Avec les autres travaux, bon, je n'arrive pas à m'en sortir. À chaque fois quand on vend les poulets de chair, ça ne donne pas beaucoup, mais ça donne au moins 300 à 400 000 comme bénéfice. Comme lui, ils sont nombreux, les jeunes et femmes qui arrivent aujourd'hui à s'occuper et à réaliser des bénéfices grâce au PADECI. À la grâce de la PADECI, j'ai pu vendre, j'ai pu m'occuper de mes enfants. Et puis j'avais des porcs que je n'arrivais pas à les nourrir. Mais par rapport au projet PADECI, j'arrive à les nourrir, j'arrive encore à prendre d'autres poulets et les élever. L'émergence a commencé au niveau des jeunes. Aujourd'hui, moi, quand je analyse que je vais vendre 2000 poulets, vraiment, je dis merci à Alassane Ouattara, je dis merci au gouvernement. Outre la création d'emplois et l'amélioration des revenus des éleveurs, le PADECI vise à assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage. Il est financé par l'État à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Sur environ 700 demandes de financement de projets d'élevage, seulement 288 promoteurs ont été installés. Et pour satisfaire l'ensemble des demandes, les responsables du projet recherchent la somme de 6 milliards de francs CFA. Sont concernés par le PADECI les agro-éleveurs, les jeunes, les femmes, les organisations professionnelles d'éleveurs et les opérateurs de toutes les filières d'élevage. Le projet d'élevage de chacun des promoteurs est financé sous forme de prêts remboursables de 2 à 5 ans selon l'activité. L'apport personnel du promoteur est de 20% du coût global du projet. Un livre blanc pour favoriser le développement économique et social de Bokanda a été élaboré par les fils et filles du département. L'élaboration de ce document stratégique qui prend en compte les besoins des populations permettra de faire un plaidoyer auprès des investisseurs. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi.
Bokanda, chef-lieu de département, est situé dans la région des Zing, au centre de la Côte d'Ivoire. Autrefois boucle du café et du cacao, Bokanda est aujourd'hui l'homme de lui-même. Les efforts des autorités préfectorales et des élus sont insignifiants face à l'immensité des besoins des populations. Car dans ce département, tout est à faire ou à refaire. Depuis quelques mois, le maire Lassina Kwame et son équipe ont entrepris plusieurs ouvrages. Pour une bonne planification des projets de développement, un livre blanc a été rédigé afin de faire un plaidoyer et un lobbying auprès des investisseurs. Et une initiative des cadres, des élus et de la société civile de Bokanda. Nous avons, chers parents, la pleine conviction que cet espoir suscité par le livre blanc sera transformé en réalité. Ce document conçu pour le développement de Bokanda a été validé par les experts en développement du système des Nations Unies et ceux de la Côte d'Ivoire. Au cours de la validation de ce document stratégique, le coordinateur du système des Nations Unies a assuré du soutien de son institution. Le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, fait fils de la région, a rappelé l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, à tout mettre en œuvre pour le développement de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Des besoins réels, des besoins exprimés par les populations elles-mêmes, pas des besoins que nous concevons à partir des bureaux à Abidjan. C'est pour ça que l'exercice qui a été fait est un exercice que tous les départements doivent faire. Et qu'ensuite on doit rassembler à l'échelon des régions et des districts, verser dans les pôles économiques compétitifs et puis ensuite dans le PMD. On a prié pour le président Bédier et son jeune frère, le président Ouattara, pour qu'ils aient les moyens de faire plus qu'ils ne sont en train de faire actuellement pour la Côte d'Ivoire et pour Bokanda. Ce qu'ils promettent, et moi je le sais parce que c'est moi qui ai écrit ça dans le papier, eh bien c'est des grandes choses pour Bokanda, pour le Nzi et pour la Côte d'Ivoire. Les populations se disent prêtes à accompagner toutes les initiatives de développement pour sortir leur département de la pauvreté. Nous sommes en période de fête, les fêtes de fin d'année, et dans le but de permettre aux populations vulnérables de passer de bons moments, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de leur offrir 20 tonnes de poissons frais et 30 tonnes de riz. La remise du don a eu lieu aujourd'hui même au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en présence des ministres Anne Désiré Ouloto et Kobenan Kwasi Adjoumani. Adama Kamarate. Les fêtes de fin d'année et du nouvel an sont l'occasion de grosses dépenses pour les familles. Celles démunies, pour lesquelles célébrer ces fêtes était un véritable souci, peuvent se réjouir. Car le chef de l'État Alassane Ouattara vient de combler leurs attentes avec un don de 30 tonnes de riz et 20 tonnes de poissons frais. Les ministres de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui des ressources animales et halieutiques apportent la bonne nouvelle à ces familles. Tant que nous aurons un homme de la trempe du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, nous serons toujours en train justement de poser ces actes de solidarité parce que sa vision, c'est de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour nous de dire merci à son Excellence le Président de la République qui nous a mandatés pour poser cet acte et également au Premier ministre qui nous a soutenus dans cette initiative-là. Et je pars ici en étant satisfait de savoir que le Président de la République est préoccupé par le souci quotidien des Ivoiriens. Ce don est réparti entre les associations de victimes de guerre, quelques ONG à caractère social et des orphelinats. Les bénéficiaires sont reconnaissants à leurs bienfaiteurs. Nous voudrions dire merci au Président de la République pour ce geste. Merci de penser à nous et nous savons que de chez lui, il pense toujours à nous. Prions Dieu tous pour le Président de la République afin que les actions de ce genre continuent, qu'il continue donc, n'est-ce pas, de nous soulager. Ces familles ont eu droit à une remise symbolique avant d'entrer en possession de leurs dons quelques jours avant le nouvel an. Le reportage d'Adama Kamarate a été commenté pour vous par Abou Sanogo. Au Nigeria, une jeune fille de 14 ans, kamikaze, a été arrêtée par la police dans la ville de Kano. Au cours d'une conférence de presse organisée par les autorités policières, la jeune fille a accusé ses parents de l'avoir poussée à commettre cette attaque suicidaire. Le commentaire est signé Sylvie Touré. Zaraou Babajinda, c'est sous ce nom qu'a été identifiée l'adolescente de 13 ans. Elle a été appréhendée mercredi dernier par la police nigériane portant une ceinture explosive. C'était un jeu explosif qui a été trouvé sur la jeune fille kamikaze. Et ça, c'est la source d'alimentation. Et ça, ce sont les cartouches.
La police nigériane accuse la jeune fille d'avoir participé à l'attaque du marché de Kano le 10 décembre dernier où un double attentat suicide avait tué 10 personnes. Cette fille a été arrêtée dans un hôpital où elle s'est rendue pour obtenir des soins. Elle a été blessée aux jambes lors d'une explosion sur la place de marché, ce qui l'a poussée à se rendre à l'hôpital où on a pu l'arrêter. La jeune kamikaze n'a pas nié les faits. Elle a révélé avoir été poussée par ses parents qui seraient des sympathisants de Boko Haram. Ils l'auraient emmenée dans une cache du groupe islamiste dans la forêt. Ils m'ont dit « Tu iras au paradis si tu le fais ». Et j'ai dit « Non, je ne veux pas le faire », a-t-elle ajouté. Menacée de mort, Zaraou a raconté avoir finalement accepté de participer à l'attaque avec 3 autres filles. Alors que les élections du 14 février approchent, la sécurité semble de plus en plus difficile à garantir dans le nord-est du Nigeria, où l'insurrection islamiste et sa répression par les forces de sécurité ont fait 13 000 morts et 1 500 000 déplacés depuis 2009. Ce vendredi 26 décembre, Banda Aceh commémore l'anniversaire de la catastrophe qui a dévasté cette province indonésienne il y a 10 ans, jour pour jour. 170 000 Indonésiens ont péri dans la catastrophe. Parmi les victimes du séisme, des milliers de touristes étrangers. Ils profitaient pour la plupart des fêtes de fin de l'an. Pour ce 10e anniversaire, ils sont nombreux à être de retour sur les lieux de la catastrophe. De fines bougies sous une pluie légère, ils observent une minute de silence. À des milliers de kilomètres de là, c'est en Indonésie, pays qui fut de loin le plus touché par le drame, avec 170 000 morts ou disparus, que les hommages ont commencé. Dans un grand parc de Banda Aceh, ville la plus proche de l'épicentre du séisme, des hommes et des femmes ont chanté en chœur l'hymne national. Au Sri Lanka, où 31 000 personnes ont péri, environ 1 500 personnes se sont réunies. Des commémorations sont aussi prévues en Europe. Ainsi, en Suède, pays qui a perdu 543 ressortissants de la catastrophe, la famille royale et des proches de victimes assisteront à une cérémonie à Uppsala. Après le cataclysme, des systèmes d'alerte au tsunami ont été mis en place dans les pays de la région, mais les experts mettent en garde contre un relâchement de la vigilance des populations vulnérables aux catastrophes naturelles. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.